dans la partie 3, c'est le français est-il envahi par l'anglais? C'est effectivement quelque chose que l'on entend souvent, c'est est-ce que le français est menacé par l'anglais, est en train de se perdre? Alors, on parle de globish ou on parle de franglais. Le globish, en fait, c'est le mauvais anglais parce que tout le monde parle anglais, mais en petit patois parce qu'on ne connaît pas bien l'anglais. Et le franglais, c'est quand il y a beaucoup trop de mots anglais qui viennent dans la langue française. Et donc certains pensent, les puristes pensent que c'est le signe d'une défaite, d'une soumission ou même de la mise à mort du français carrément. Et donc, il faut résister, il faut créer de nouveaux mots, il faut trouver des mots pour remplacer ces mots anglais qui dénaturent notre si belle langue française. Évidemment, vous avez compris, les linguistes ne sont pas du tout d'accord avec cette analyse. Et en fait, c'est en 1964 déjà que l'on parle de franglais, ce mélange d'anglais et de français. Alors, honnêtement, si on regarde ça d'un point de vue de linguiste, ça n'a pas beaucoup de sens. En fait, les langues ont toujours été entremêlées. Et c'est juste un va-et-vient de langue et on adapte. Parce que si je vous dis, c'est la page 17, si je vous dis « je ne veux pas te spoiler le film » ou « tais-toi, tu vas me spoiler », en fait, ça vient du verbe « to spoil » en anglais. Mais « to spoil » en anglais ou bien « spoiler » en français, déjà n'est pas prononcé de la même manière. Puis « spoiler » avec un « er », c'est pas de l'anglais. Le « er », c'est bien l'infinitif en français du premier groupe. Et donc, ça n'a plus rien à voir avec l'anglais. Donc, la prononciation, le fait que l'on met un « er », ça devient un mot en français. Et donc, la question qu'on peut se poser, c'est à partir de quand ce mot devient du français et arrête d'être de l'anglais. Et donc, d'un point de vue linguistique, évidemment, une lecture nationaliste d'un mot, c'est un contresens parce que ça néglige complètement l'histoire de la langue, évidemment. Imaginez l'anglais, rien qu'en anglais, le nombre de mots français, ou d'origine plutôt française qu'il y a en anglais. Puisque Guillaume le Conquérant, eh bien, c'est un Français qui est devenu roi en Angleterre, et donc pendant des siècles, le français c'était la langue de la cour. Ce qui veut dire que l'on parlait énormément français en Angleterre. Et donc très longtemps, ces deux langues ont cohabité. Et donc vous avez énormément de mots français en anglais qui sont devenus des mots anglais. Et donc, est-ce que pour autant, ce n'est toujours pas de l'anglais après autant d'années? Et donc, par exemple, vous avez aussi des allers-retours entre les différents mots. Vous avez, par exemple, le mot « spoiler ». En fait, si on regarde l'étymologie du mot « spoiler », ça vient du vieux français. Ça vient de « espoilier », vieux français, qui vient lui-même du latin « spoliare ». Donc, en fait, quand on dit « oui, c'est un mot qui est anglais qu'on met dans le français », en fait, pas du tout. C'est juste un mot latin français qui a été faire un petit coucou ou un long coucou en Angleterre, qui revient ensuite dans notre langue, et c'est juste un retour des choses, et c'est juste la vie, parce qu'une langue, elle ne meurt que si on ne l'utilise plus. Tant qu'elle est dans le mouvement, tant qu'elle bouge, c'est une langue qui est vivante, et une langue donc qui est en forme. Alors, les mots aussi venant de langues étrangères, ici on parle principalement de l'anglais, ont également des nuances différentes. Parce qu'un abonné, si on dit que j'ai un certain nombre d'abonnés sur les réseaux sociaux, ouais, ok, mais on va plutôt utiliser le mot « followers ». Par contre, quand on parle des abonnés pour un magazine, on ne va pas dire que le magazine a autant de followers. Donc, on voit vraiment bien des changements, enfin des différences sémantiques, donc des différences de sens. On va utiliser un mot dans un contexte et on va utiliser par exemple le mot anglais dans un autre contexte. Dire qu'on va faire du shopping ou qu'on va faire des courses, ça n'a pas la même connotation et ce n'est pas la même image que nous avons non plus dans notre tête. Alors, est-ce qu'il y a une langue qui perd si on vient mettre des mots anglais en français? Est-ce que du coup le français perd? Rien du tout. Le français augmente en nombre de mots et ce n'est pas aussi pour autant que l'anglais perd ses mots. Donc en fait, c'est juste du gagnant-gagnant et ça n'a même pas, d'un point de vue linguistique, ça n'a vraiment pas de sens par rapport à ça de dire qu'il y en a une qui perdrait. Alors évidemment, on voit de plus en plus d'anglais dans l'usage public, dans l'espace public. Il y a évidemment toute la partie marketing, parce que ça fait bien, parce que ça sonne, mais c'est des choses assez réduites, c'est des jeux de mots. Par exemple, Made in France, ou bien le WeGo, qui est en fait le WeGo qu'on voit sur les trains en France. Ben, c'est oui, on y va, donc le WeGo. Ça, c'est plutôt pour frapper l'esprit. On voit de temps en temps, oui, des petites structures, genre il donne l'exemple à la page 19 du Montreux Jazz Festival plutôt que de dire Festival de Jazz de Montreux, mais ou sinon pour le reste, en fait c'est uniquement dans le lexique qui a l'influence, donc dans le vocabulaire qui a l'influence
de l'anglais ou d'une langue étrangère, parce que de manière générale, en grammaire, en prononciation par exemple aussi, en fait, il n'y a pas de perte, il n'y a pas de beaucoup d'influence. Et donc, ce qui est ce mélange, ce qui est impur d'un point de vue puriste, en fait, c'est ça qui montre la vitalité de la langue. Une langue doit se renouveler, une langue doit se modifier. Alors, en français, on a essayé de rajouter, et toujours encore, on essaye de trouver des mots français, et vous avez pour ça plusieurs commissions qui essayent de trouver des nouveaux mots. Parfois ça marche pas. Par exemple, effectivement, en français, on a le mot ordinateur et on a utilisé le mot confinement, alors que par exemple, en italien et dans plein d'autres langues, on a continué à parler de lockdown, et on parle de computer comme en italien par exemple aussi. Vous avez d'autres termes qui ont été adoptés, par exemple le software, on a plutôt maintenant utilisé le mot logiciel. Il y a d'autres mots qui ont été essayés d'être créés, comme par exemple un pourriel, pour le courriel et le pourriel pour les spams. Honnêtement, pourriel, ça ne marche pas beaucoup. Et puis donc, comme je vous l'ai déjà dit, le choix entre abonnés et followers, eh bien, ça n'a pas la même connotation, par exemple. Et donc, c'était intéressant de savoir, d'apprendre dans quel contexte on utilise quel type de mots. Et donc, ça ne fait que rajouter, en fait, des informations, des nuances, et donc ça enrichit même la langue. Puis, il faut se dire que l'anglais, c'est la langue dominante depuis un certain temps, la langue des multinationales, c'est ce qu'on voit le plus sur les réseaux, sur Google. Au XVIe siècle, en fait, c'était l'italien. Et donc, par exemple, il y avait une France italianisante au XVIe siècle où ça faisait bien de parler italien, tout le monde parlait italien. Voilà, avant c'était l'italien. À un moment donné, ce fut le français. Et donc, en fait, ce sont juste des modes et ça tourne. Donc, plutôt que de parler de concurrence, si plutôt on se disait plurilinguisme, enrichissement mutuel, ce serait beaucoup plus intéressant. C'était le chapitre sur les langues, l'influence des langues en français.